Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accompagner ce soir pour cette 21e cérémonie lauréale UNESCO pour les femmes et la science. Je m'appelle Lorraine Bastide, je suis journaliste et je milite pour les droits des femmes. C'est un honneur pour moi d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir pour cette soirée qui célèbre les femmes qui font la science. Nous sommes réunis pour récompenser 5 femmes de science exceptionnelles, de celles qui ont déjà poussé les murs et atteint l'excellence dans leur domaine. Et elles ont du mérite, car les femmes de science sont encore trop rares. Elles ne représentent que 29% des chercheurs et des chercheuses dans le monde. Cela signifie que le monde de demain, celui qui est façonné par la recherche d'aujourd'hui, se construit en majeure partie sans les femmes. Comment imaginer qu'il soit juste dès lors ? Comment accepter que des champs de savoir aussi fondamentaux que l'intelligence artificielle, la physique quantique ou les mathématiques soient pensés majoritairement depuis un point de vue masculin ? Il faut que ça change. Il faut que de plus en plus de jeunes femmes dans le monde prennent la décision d'embrasser des carrières scientifiques. Et pour les y encourager, rien ne vaut la puissance des modèles. Le prix lauréat UNESCO pour les femmes et la science a aussi cette vocation, encourager les futures générations à oser se rêver à la place des scientifiques que nous allons récompenser ce soir. Alors, il faut que le message arrive à ces jeunes femmes, et vous me voyez venir. N'hésitez pas à recourir aux réseaux sociaux ce soir pour donner à la soirée tout son écho. La salle est équipée de Wi-Fi, le mot de passe est dans vos programmes, et le hashtag de la soirée est FWIS for Women in Science. Je compte sur vous. Et maintenant, je vous propose de regarder en images tout ce que la Fondation L'Oréal et l'UNESCO font pour les femmes et la science depuis 21 ans. Et pour ouvrir officiellement cette 21e cérémonie, je vous demande d'accueillir Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Monsieur Jean-Paul Agon, président directeur général de L'Oréal et président de la Fondation L'Oréal. Monsieur le Président directeur général du groupe L'Oréal, cher Jean-Paul Agon,
Chers lauréates, chers professeurs, chers jeunes talents, Madame la maire de Paris, Monsieur le président du jury, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce soir par une conviction très forte, celle qui a été énoncée, celle que plus que jamais nous avons besoin de femmes dans les sciences. C'est cette conviction qui anime le partenariat entre l'UNESCO et L'Oréal, une conviction que je sais nous partageons tous et nous aimons à nous retrouver en ce rendez-vous annuel. Il y a 50 ans, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune. Mais qui sait que c'est une femme, Margaret Hamilton, mathématicienne, informaticienne, qui est la créatrice du système embarqué sur Apollo. Dans toute son histoire et jusqu'aujourd'hui, la science est un des nombreux domaines dans lesquels les grandes oubliées de l'histoire sont les femmes. Et ces représentations qui sont tronquées ont des effets. Elles occultent une large partie de l'histoire des sciences et elles contribuent à perpétuer l'inégalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à ce type d'études et de carrières. Et elles privent les jeunes filles de modèles comme nous allons célébrer ce soir. Cela a été dit, les femmes représentent moins de 30% des chercheurs dans le monde et on voit que ce chiffre, malheureusement, ne progresse que très peu. Entre 2015 et aujourd'hui, cette proportion n'a cru que d'un demi-point. C'est pour accélérer ce changement qu'il nous faut d'abord poser des diagnostics, dévoiler les phénomènes à l'œuvre, mais aussi reconnaître et valoriser l'apport des femmes au progrès scientifique et bien sûr agir, notamment à travers les politiques publiques. Et c'est ce pourquoi l'UNESCO est engagée dans toute la chaîne de son mandat, depuis l'éducation jusqu'à justement la formation des représentations collectives. L'éducation d'abord, parce que c'est le socle de tous les possibles, avec une priorité pour l'éducation des filles et des femmes, et en luttant le plus tôt possible contre les inégalités dans le système éducatif. C'est ce que nous faisons particulièrement dans le domaine scientifique, en travaillant avec les États membres pour déconstruire les stéréotypes qui perdurent dans l'enseignement scientifique à travers le monde. Nous le faisons partout, avec une attention particulière à l'Afrique, qui est l'une de nos priorités. Nous le faisons en travaillant, par exemple, à la formation des professeurs pour lever ces biais, en révisant les manuels scolaires, en travaillant à la pédagogie. Nous le faisons en collectant des données sur l'égalité entre les hommes et les femmes en sciences et en technologie. Nous le faisons en créant et en soutenant des réseaux de femmes en sciences, comme l'Association des femmes mathématiciennes africaines, qui a été créée en 2014 avec l'UNESCO. Et nous nous appuyons aussi sur le travail des chaires universitaires de l'UNESCO. Il y en a 6 dans le monde qui sont consacrées justement à cette articulation femmes et sciences. Ladies and gentlemen, this prize, the UNESCO L'Oréal for Women in Science Awards, align perfectly with these priorities. First, by supporting the research of young women, doctoral students, and in particular, the 15 of the most distinguished ones that we have with us tonight, and they represent the future of science. But the award also recognizes the outstanding work of women scientists to demonstrate excellence in their field. These 5 inspirational women scientists work in various fields of research, and for the first time, we've decided with L'Oréal to include mathematics and computer science as a category, because we all see that math becomes a universal language in the era of artificial intelligence and the digital revolution. And just last week here at UNESCO, we had a conference on artificial intelligence in which everybody was concerned with the low number of women involved in designing algorithms and contributing to the data that drive them. It was cited by everyone as one of the ethical issues on which the world must reflect. And today we celebrate the achievement of these 5 inspiring scientists who attest to the key role of women in science. They come from all over the world: Argentina, the United States, France, Japan, and Lebanon, a country which celebrates its first laureate. And this diversity shows how universal science is, even at a time when political fractures seem to divide the international scene. Science tells us that there's a universal dialogue still going on,
So we are not only admirative of their exceptional contribution to sciences, but also very grateful for their contribution to dialogue across borders, which is at the heart of scientific cooperation. And in this work for the sciences, for the women of today, of tomorrow, the Foundation of L'Oréal has proved a great ally. And I would like to thank very much L'Oréal, dear Jean-Paul, for this invaluable collaboration, and it's been more than 20 years now, and for L'Oréal's vision and commitment to ethics, sustainable development, and taking very seriously its social responsibility in coherence, and it's a pleasure, in coherence with its economic performance. Et je veux finir avec les mots de Marie Curie, qui me semblent tout à fait adaptés à cette soirée. En 1933, elle disait « Je suis une de celles qui pensent que la science est une grande beauté. Je ne crois pas que dans notre monde, l'esprit d'aventure risque de disparaître parce que c'est l'esprit de curiosité. Et c'est donc ça la vraie beauté de la science, un idéal pour repousser les limites, pour passer par-delà les frontières et pour le bien commun. Et pour cela, merci de nous aider à faire avancer les femmes dans les sciences. Merci beaucoup. Bien, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, chère Audrey Azoulay, Excellences, Madame la Maire de Paris, Madame la députée, Monsieur le Recteur de l'Académie, Chancelier des Universités, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du jury International for Women in Science, Mesdames les lauréates et jeunes talents internationaux, Mesdames, Messieurs, 2018 a été une année faste. Une femme prix Nobel de chimie, une autre primée en physique, mais ne crions pas victoire trop vite, car Frances Arnold n'est que la 5e chimiste distinguée de l'histoire et Donna Strickland la 3e physicienne. La proportion de femmes ayant reçu des Nobel scientifiques dépasse en effet, comme on l'a dit, à peine les 3%. Donna Strickland a d'ailleurs confié avoir longtemps cru que Maria Goeppert-Meyer, qui a reçu le prix Nobel de physique il y a plus d'un demi-siècle, était un homme, avant de découvrir que cet éminent chercheur était en réalité une femme. Cette anecdote incroyable concentre à elle seule les préjugés, les obstacles et les freins inconscients que les femmes scientifiques surmontent au quotidien. Des barrières qui détournent trop de femmes de la carrière à laquelle elles aspirent. À toutes, il faut beaucoup de force, de persévérance, de foi en elles-mêmes pour vivre leurs rêves. Transformer leurs rêves en réalité, faire bouger les lignes, telle est l'ambition du programme For Women in Science. Depuis 1998, ce combat commun mené par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO est fondé, c'est vrai, sur un partenariat exemplaire pour lequel, Madame la Directrice Générale, chère Audrey Azoulay, je tiens à vous remercier. Je veux saluer votre foi dans notre programme et votre confiance dans le rôle des entreprises comme la nôtre pour lutter ensemble pour l'égalité des chances et une égale reconnaissance des femmes et des hommes en sciences. Car la science est bien évidemment l'affaire de l'humanité tout entière. Donner aux femmes leur juste place dans la science et dans la société, c'est donner au monde une véritable chance d'adresser efficacement ces grands enjeux en matière de santé, de changement climatique ou bien encore, comme vous l'avez dit, d'intelligence artificielle. La prise en compte de la perspective du genre est essentielle pour une science bénéfique à tous. C'est ce à quoi nous œuvrons en commun en donnant, comme ce soir, une tribune à l'excellence scientifique au féminin. En 21 ans, ce sont plus de 3100 chercheuses de près de 120 pays qui ont été accompagnées et mises en lumière. Mises en lumière, mais aussi sources de lumière, nouvelles dans le champ de la science. En effet, chère lauréate du 2019 du prix pour les femmes et la science, votre parcours, vos découvertes, votre contribution à de grandes causes scientifiques et humaines constituent une formidable source d'inspiration pour les femmes à travers le monde. Partagez votre histoire, vous encouragerez ainsi toujours beaucoup plus de femmes talentueuses à croire en leur avenir, à exprimer tout leur potentiel pour changer la face de la science, la face du monde. Et pour que ce changement opère, les hommes aussi ont un rôle clé à jouer.
Vous vous rappelez que l'an dernier, à l'occasion des 20 ans du programme, nous avons lancé un appel auprès d'éminents scientifiques masculins occupant des responsabilités stratégiques, et ils sont plus de 50 déjà à se mobiliser à nos côtés en France et à travers le monde, et à prendre part à notre combat. Cette coalition est indispensable. Leur engagement est nécessaire pour faire avancer sur le terrain la cause de l'égalité en sciences. Mais ne nous voilons pas la face. La sous-représentation des femmes est encore patente dans certains territoires scientifiques et géographiques, comme on l'a dit. Le moment est venu de nous attaquer à ces inégalités. Les femmes sont présentes à part égale en biologie, sciences de la vie et biomédecine. C'est une grande victoire déjà, mais elles manquent encore cruellement, effectivement, au niveau les plus élevés de la hiérarchie. Et elles sont trop peu nombreuses en mathématiques, dans la technologie, de l'information et en engineering. Et dans ces domaines, la situation est vraiment alarmante, d'autant plus que toutes les études prouvent que la qualité de la recherche souffre de l'absence des femmes. Nous avons donc décidé, comme Madame Azoulay l'a dit, d'ouvrir cette année le prix pour les femmes et la science aux mathématiques et aux sciences informatiques. Et je tiens à remercier chaleureusement Arthur Avila, titulaire de la médaille Fields, d'avoir accepté de présider le jury aux côtés de 12 membres éminents. Désormais, nous couvrons ces nouvelles disciplines cruciales. Mais il nous faut aussi libérer les talents scientifiques dans l'ensemble des régions du monde. Toutes manquent de chercheuses, mais l'Afrique, effectivement, elle, en a particulièrement besoin. Il est indispensable qu'elle puisse compter sur ses meilleurs talents. Femmes et hommes contribueront pleinement à la transformation du continent. C'est pourquoi nous avons décidé de doubler effectivement le nombre de bourses pour l'Afrique subsaharienne. Il en va de l'avenir du continent et au-delà du devenir même de notre planète. La passion de faire progresser la connaissance pour améliorer le sort de l'humanité est le moteur de la science. Les femmes jouent un rôle déterminant pour la réalisation de cet idéal. Et pour ma part, je citerai plutôt Simone de Beauvoir, qui était également visionnaire. Et effectivement, elle disait, il y a 40 ans, elle prononçait ces mots malheureusement toujours d'actualité. Elle disait « J'ai cru trop vite à une proche victoire des femmes ». Comme elle, nous savons que le chemin est encore long, mais soyez certains que notre détermination à agir est plus forte que jamais. Car nous en sommes convaincus, l'avènement d'une recherche réellement inclusive est à notre portée, pour le bien de la science et pour le salut de l'humanité. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Azoulay et Monsieur Agon. Comme je vous le disais en introduction, les femmes de science sont minoritaires dans le monde. L'effort doit être global. Mais comme l'ont rappelé Madame Azoulay et Monsieur Agon, il y a des territoires où le soutien et la mise en avant des femmes dans la science doit être encore plus grand qu'ailleurs. C'est le cas de l'Afrique. C'est pourquoi nous allons maintenant écouter une discussion entre 3 femmes qui incarnent la recherche sur le continent africain, accompagnées d'un représentant de l'UNESCO, à l'invitation de Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L'Oréal, qui va animer cette table ronde. Merci d'accueillir Alexandra Palt, ainsi que la docteure Stella Wairimu-Bossiré, médecin et directrice adjointe de l'initiative pour la santé et les droits sexuels en Afrique de l'Est, à Nairobi, la professeure Valérie Bonon, microbiologiste à l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire, la professeure Francine Toumi, biologiste et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale au Congo-Brazzaville, et enfin M. Firmin-Édouard Matoko, sous-directeur général du secteur pour la priorité Afrique et les relations extérieures de l'UNESCO. Cette rencontre va avoir lieu partiellement en anglais, donc si besoin, vous pouvez mettre votre casque de traduction. Bonsoir. Good evening. With the L'Oréal UNESCO for Women in Science Awards, we demonstrate every year that women can and do make an extraordinary contribution to advancing science. With the years, we have learned that there exist significant disparities in some fields, such as mathematics and technology, or in different geographic areas. By capturing the native countries of our laureates, international rising talents, and fellows, we have been able to evaluate whether there is a lack
of women scientists or disparities in a particular continent or geographical zone. And there is. Too few women scientists from sub-Saharan Africa have been awarded on this stage. We have had exceptional laureates, such as Professor Tebelo Nyokong or Professor Segenet Kelemo. But we must acknowledge that there is a disparity we must address in order to promote women in science everywhere in the best possible way. The discussion with our guests tonight is therefore around the specific situation of women scientists in sub-Saharan Africa. We will explore why and how it is vital to reach out better to them and analyze some structural issues that lead to these disparities. Mr. Matoko, you are in charge of coordinating UNESCO strategies and policies in Africa. You are, without any doubt, one of the foremost experts of development in Africa. I would like to address my first question to you. UNESCO is publishing the UNESCO Science Report every 5 years, and it contains very precise and valuable information on the situation of scientists and women scientists in the world. Very clearly, there is an underrepresentation of scientists in sub-Saharan Africa that we must acknowledge. What are the numbers, and how can we explain them? Merci Alexandra, bonsoir à tous. Les deux orateurs qui étaient là ont réaffirmé que l'Afrique avait besoin de scientifiques, on avait le plus besoin. Et le rapport révèle quelques chiffres, je crois, très intéressants qui posent l'ampleur des problèmes que nous rencontrons en Afrique. Aujourd'hui, c'est moins de 30% des femmes scientifiques en Afrique. C'est 1 sur 3, 1 sur 10 d'ailleurs, qui occupent des positions de décision, comme ces femmes que vous avez aujourd'hui ici, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les pouvoirs publics, que ce soit dans les centres de recherche. Mais encore plus grave pour l'Afrique, c'est la fuite des cerveaux. Une femme sur 5 reste en Afrique, chercheuse, et le reste travaille à l'étranger, donc ne contribue pas au développement et à la transformation du continent africain. Je vais pousser l'analyse plus loin. Le rapport révèle aussi, d'ailleurs, que de moins en moins de filles, malgré toutes les politiques qui les encouragent, choisissent les carrières scientifiques quand elles passent du primaire au secondaire et encore moins du secondaire à l'université. Donc voilà, ce sont des chiffres qui interpellent et je crois qu'avec ces chiffres, les pouvoirs publics devraient être en mesure de pouvoir apporter des solutions à cette question. Merci beaucoup. Professeur Francine Toumi, tout au long de votre carrière, vous avez formé des scientifiques africains et des scientifiques africaines, surtout dans des disciplines telles que l'immunologie et l'épidémiologie moléculaire. Mais vous travaillez, on peut dire, vous vous battez dans un pays dans lequel seulement 13% de chercheurs sont des chercheuses. Le Congo est l'un des 22 pays africains en dessous de la moyenne mondiale, mais également en dessous de la moyenne africaine. Pour vous, quelles sont les raisons principales pour expliquer cette situation? Merci beaucoup, Alexandra. Bonsoir tout le monde. Le Congo est situé en Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est la région d'Afrique la moins dynamique en termes de publications scientifiques, en termes de brevets. Donc ça, c'est un premier point. Alors, les raisons sont multiples. Déjà, les pouvoirs publics et privés investissent peu dans la recherche, ce qui fait que les laboratoires sont peu équipés ou mal équipés, ce qui fait qu'il y a peu de chercheurs hommes et femmes qui s'engagent dans la recherche. Et pour finir, la culture de la recherche est complètement peu développée. Et qu'est-ce que vous voulez dire par culture de la recherche, Francis? Alors, par culture de la recherche, je veux parler donc de l'appropriation par les acteurs de la recherche locale, donc l'appropriation de certains codes, comme l'écriture de projets, comme le partage de connaissances, la critique constructive des résultats de la recherche conduite localement. Et surtout, ces codes-là sont peu utilisés, sont peu vulgarisés, sont peu encouragés, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais presque dans nos pays, la recherche est un luxe et n'est pas considérée comme un moteur important du développement, malheureusement. Merci beaucoup. Professeur Valérie Bonon, vous avez été en 2006 une de nos jeunes talents internationaux et vous avez reçu de nombreux prix. Vous êtes une femme très engagée à transmettre votre passion pour la science aux jeunes générations. Un grand nombre de difficultés concernent tant les hommes que les femmes scientifiques. Mais quels sont néanmoins les obstacles auxquels les femmes scientifiques africaines font particulièrement face?
Merci. Je voudrais vraiment remercier le programme UNESCO L'Oréal pour cette extraordinaire opportunité qu'elle nous donne de parler de cette problématique. Il faut dire qu'en Afrique, les 3 obstacles majeurs sont d'ordre professionnel, familial et social. D'abord, au niveau professionnel, c'est très difficile qu'on reconnaisse la compétence des femmes. Elles doivent avoir un niveau de compétence concurrentiel par rapport à un homme pour pouvoir se positionner à des postes de responsabilité. Et quand bien même elles arriveraient à ces postes, il faut qu'elles puissent pouvoir exercer leur top management. C'est très difficile parce que culturellement, les hommes n'acceptent pas le commandement des femmes en Afrique. Au niveau familial, on sait bien le rôle de la femme dans la gestion de la maison, de la famille, dans l'éducation des enfants. Mais en Afrique, ce rôle est crucial. C'est important en Afrique qu'une femme puisse faire des enfants. Pas un enfant, plusieurs enfants. Qu'elle puisse les éduquer, qu'elle puisse gérer sa maison. Donc ce rôle lui est totalement dévolu. L'homme peut l'aider, mais ce n'est pas au premier niveau. Donc ça peut constituer des freins, ça provoque des conflits familiaux, conjugaux, si bien que parfois les femmes sont obligées d'arrêter leur carrière pour pouvoir s'occuper de leur foyer. Et enfin, au niveau social, c'est très difficile de participer à la vie sociale. Vous savez qu'en Afrique, la société, participer à tout ce qui est social est très important. Les mariages, notamment traditionnels, les enterrements, il faut que vous soyez présente. Et c'est très difficile de pouvoir concilier tout ça. Et quand on ne vous voit pas, vous êtes très rapidement stigmatisé, marginalisé. Et vous voyez, l'approche est très péjorative au niveau social. Merci Valérie. A very different situation though in Kenya. You are a medical doctor, Dr. Stella Bozire. You were named as one of the top 40 under 40 influential women in Kenya 2017. You are a British Future Leaders Fellow and you are among the top 20 faces of Kenyan science in 2018. And you are coming from a country having made significant progress regarding investment in science. Kenya is a science, technology and innovation hub. But still, it is more difficult for women to progress and to succeed. What makes it more difficult? Well, I must appreciate the fact that Kenya has really made a lot of milestones to be able to be where it is. The question that critically we need to think about is the question of retention and attractability. And the retention and attractability in the sense that there are certain factors which continue to be barriers, one of the factors being the social and cultural factors. I mean, these are women who want to pursue their careers but are still being held back by the responsibilities that they hold. When you look at the opportunities which are available, there's always the factor of distance, fellowships which are outside the country. Yet there's a conflict around being able to take up the responsibilities that they take. The other thing is that perhaps one of the things that we've not done clearly is to take stock of the milestones that we've gained. And taking stock is to ask ourselves, what is the absolute number of women that we're seeing taking up these opportunities? Are we having a recurrence of the numbers, or are we seeing new? And this way, we are able to segregate and say demographically which are the populations that have been left out. And further is also to ask ourselves the question, are we really building a cohort of scientists, from the senior ones to the junior ones, by way of mentorship, so that in the future we have a pool of young women scientists who are actually handing over the baton? So that is the critical questions that we need to be able to address in Kenya. Thank you very much, Stella. I would like to ask you a more personal question now, une question plus personnelle. Professeur Bono, il faut beaucoup pour réussir dans le domaine scientifique en Afrique. Qu'est-ce qui vous a permis à vous de réussir? Quels sont les éléments clés pour vous pour réussir une carrière scientifique? Deux choses m'ont permis d'y parvenir, la détermination et la persévérance. Il faut beaucoup de détermination, vous savez, parce que les personnes qui vont vous décourager, il y en a beaucoup. C'est vrai que ma famille m'a encouragée, mais il faut dire mes proches, parce qu'à la base, je suis médecin. Donc, quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai décidé de m'engager dans la carrière de la recherche. Et mes amis médecins comme moi qui me disaient « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» qui m'ont quasiment mise au fauteuil blanc pour me dire « mais tu fais peut-être une dépression, tu te rends compte que tu vas tout recommencer à zéro, mais tu ne peux pas faire ça ». Mais je pense que j'avais cette vocation, c'était plus fort que moi, ça m'a valu des sacrifices énormes, personnels, mais je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Vous avez dit aussi qu'on vous a encouragé d'embrasser très vite une carrière professionnelle parce qu'il y a cette responsabilité. Absolument, parce qu'effectivement en Afrique, quand il y en a un qui réussit, c'est pour la famille. Donc
il faut pas. C'est très important de travailler très rapidement pour gagner de l'argent et puis pouvoir s'occuper de la famille. Et quand on veut embrasser cette carrière, on se dit mais il n'y a pas de visibilité. Quand est-ce que ça va finir? Et puis voilà. Merci beaucoup. Professeur Ntoumi, vous avez abandonné une carrière en Allemagne assez tracée. Vous avez décidé de retourner au Congo pour promouvoir la recherche. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Cette décision a été prise avec les chiffres que vous avez énoncés, la faible représentation des femmes scientifiques en Afrique centrale. Je suis d'Afrique centrale, j'étais en Allemagne, bien au confort, dans un très bon laboratoire. J'ai estimé que c'était de ma responsabilité de descendre au Congo et de former. Ce n'était pas la responsabilité de mes collègues allemands ou français de faire cela, c'était la mienne. Et donc j'ai décidé de rentrer, de former, donc d'apprendre à mes jeunes étudiants ce qu'était une recherche de qualité, parce qu'il ne s'agit pas que de faire de la recherche, il faut faire une recherche de qualité et compétitive. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, depuis 10 ans que je suis rentrée, je dirais que je suis satisfaite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais quand je compare toutes les satisfactions, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait de rentrer. Et surtout, ce que j'ai appris de ce contact et de ce travail sur le terrain dans la recherche au Congo, c'est que ces jeunes filles, pour s'engager, elles ont besoin de voir des modèles qui leur ressemblent. Elles ont besoin de voir la passion, déjà, de voir la combativité, et puis surtout de voir que, voilà, c'est possible de faire de la recherche sur place. Merci beaucoup, professeur Ntoumi. Stella, what keeps you going? What is your driver? What keeps you going to fight for the place of women in science? I think my journey in the science, in research, has been it's my mother's story. As an 11-year-old girl, watching my mother struggle with schizophrenia and having been diagnosed with HIV, and growing up in a slum, and asking myself, what if I became a doctor? Would I be able to cure her? And yes, I became a doctor, and I realized that I could not be able to cure her. Because while we have our research has been able to give us life-saving medications such as ARVs and antipsychotics, there are certain factors that you've not been able to cure. And I started looking at the society differently. How then do we address health by sorting poverty? How then do we address health by looking at women inclusion? How do we address health by ensuring that our populations can actually access adequate nutrition? So my journey in science is to be able to translate the stories that you make in the lab, the innovations which are built in the lab, to be able to impact and change socially the lives of women. That is my story in science. Thank you very much, Dr. Bozier. Mr. Matoko, what can and do we need to do to promote women in science and science in Africa? Oui, ben deux éléments, je crois. Le premier qui est fondamental, c'est que les pouvoirs publics consacrent plus d'investissements de crédit pour la recherche scientifique. Aujourd'hui en Afrique, c'est 0,4%, je crois, des investissements publics qui vont à la recherche scientifique, et ne parlons pas des investissements qui vont pour la promotion des universités et des centres de recherche. Deuxième élément, je crois qui est incontournable, mais qui en occulte souvent, c'est ce qu'a dit Madame, ce sont les barrières culturelles. Et c'est ces barrières culturelles qu'il faut combattre. C'est contre ces préjugés sur les compétences des femmes scientifiques qu'il faut travailler. Je crois que l'UNESCO d'ailleurs s'engage sur un programme d'appui à la recherche scientifique qui embrassera tous ces aspects. Enfin, pour terminer, je vais citer une de vos collègues d'ailleurs, Madame Aïssatou Sow, qui est présidente du réseau des femmes africaines scientifiques et ingénieurs, qui disait l'année dernière, si on avait 50% de femmes scientifiques en Afrique, l'Afrique serait plus loin. Je crois que c'est un constat qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Un dernier mot, s'il vous plaît, un mot, une phrase, a sentence or a word to say what do we need to do to promote women in science in Africa? We need to be able to design research
when having women in mind. Thank you very much. Valérie, qu'est-ce que vous voulez partager? Il faut que les familles africaines, les sociétés africaines acceptent que les femmes africaines fassent de la recherche. Professeur Ntoumi. Qu'il n'y aura pas de développement sur notre continent sans la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le monde a besoin de science et la science a besoin de femmes. Merci beaucoup pour cet échange. Un huge applause pour nos invités. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes, à tous. Merci Alexandra Palt, Stella Boirimou-Bossiré, Valérie Bonon, Francine Toumi et Firmin Edouard Matoko pour cet échange de qualité qui nous donne des clés pour comprendre l'avenir des femmes de science en Afrique et qui donne de l'énergie aussi et de l'espoir. Il y a autre chose qui donne de l'énergie. Ce sont les jeunes femmes que la Fondation L'Oréal et l'UNESCO soutiennent grâce au programme International Raising Talents. Alors ce programme, il permet chaque année à 15 jeunes femmes en doctorat ou post-doctorat, sélectionnées parmi 280 boursières dans 117 pays, de valoriser leur travail au niveau international. Ce sont des femmes d'exception, elles sont le futur de la science et elles nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Je vous propose un petit film pour faire leur connaissance. Elles sont le futur de la science, elles sont de véritables héroïnes et elles sont là, juste là. Je vous demande de les applaudir encore une fois très très fort. Elles méritent d'être saluées.
et féliciter pour leur travail exceptionnel. Merci à vous toutes. Et si vous vous intéressez à leurs travaux, si vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez qu'il y a une exposition dans l'espace Cocktail qui détaille leur travail de recherche. C'est passionnant, n'hésitez pas à regarder après la cérémonie. Alors, maintenant c'est l'heure. C'est l'heure de vous révéler les noms des 5 femmes de science qui vont se voir remettre ce soir le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2019. Et pour cela, je vais demander à nouveau à Madame Audrey Azoulay, à Monsieur Jean-Paul Agon de me rejoindre sur scène, accompagné du président du jury cette année, le mathématicien Arthur Avila. Alors avant de vous révéler les noms des lauréates, quelques petits chiffres. Parmi les 255 nominations de scientifiques de haut niveau reçues l'année dernière, un comité de sélection a retenu 66 candidatures provenant de 32 pays. Puis les éminents scientifiques de notre jury ont sélectionné 5 lauréates qui représentent chacune une grande région du monde. Et je vais maintenant laisser donc Arthur Avila, mathématicien, récompensé de la médaille Fields en 2014, qui est aussi le président du jury cette année, vous présenter la première de nos lauréates. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous présenter ce soir les lauréates du prix L'Oréal UNESCO. La première de nos lauréates, c'est la professeure Karen Holberg. Experte en matière de physique quantique, la professeure Karen Holberg est récompensée ce soir pour le développement d'approches informatiques de pointe permettant de calculer au niveau microscopique les propriétés physiques de la matière. Ces travaux nous aident à comprendre les mécanismes fondateurs des phénomènes comme la supraconductivité, dont les champs d'application sont nombreux, allant des dispositifs médicaux, IRM, aux circuits digitaux, et pourraient révolutionner les stockages et les transports d'énergie. Alors je vous propose maintenant d'en apprendre un peu plus sur la professeure Karen Holberg en images. When I was in high school, I was very curious, and my parents and my family always stimulated us, myself and my sisters, to do whatever we wanted to do in life. And so they really instilled self-confidence in us. And I think that's fundamental for young people, and now especially for young girls. Several years ago, when I was in my postdoc in Germany, I developed a numerical code to calculate dynamical properties in quantum systems. So this is where I started entering this field of numerical simulations. And with my students and my colleagues, we achieved very precise numerical techniques to calculate the electronic structure of materials. Y esa impureza está hibridizada con el resto autoconsistentemente. ¿Está bien? Our main goal is to try to understand the fundamental properties of these materials, to push the borders of what we know of knowledge of materials, and potentially for them to be applied for the benefit of humankind. Esta es una manifestación cuántica que se llama superconductividad. ¿Ves? Y se está calentando y ahora se va a caer. This is what we are studying in our lab, theoretically. A superconductor is a very interesting material. It's one of what we call the novel materials that they have this very fascinating property, which is superconductivity. It doesn't look like much like this, but if you really understand what's happening inside this material, it's really fascinating because the superconductivity is a macroscopic manifestation of quantum physics. So this is quantum physics at its full potential.
You start a career and then you always ask yourself, what am I doing? This is a question of patience or persistence. So it's a mixture of opportunities and what you're pushing for. So this is how I shaped my career. It's not an activity you switch on when I go to my lab and I turn it off, but it's an attitude. It's very creative. There's a lot of link between our scientific activities and artistic activities. It takes the best out of you. I would tell young women around the world the same as I told my daughter when she was deciding on her career. Now she's a medical doctor. If you like science, do it the best you can. Et je vous demande d'applaudir la professeure Karen Holberg. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. I'm so happy to be here. I'm so proud. I would really like to convey to you a few thanks. I'm very touched. I'm very emotional. Thank you so much. 140 years ago, today, Albert Einstein was born. Today is Albert Einstein's birthday. He inspired me with his creative approaches to new physical mysteries. The manifesto he wrote together with Bertrand Russell, which led to the creation of the Russell-Einstein Manifesto and to the Pugwash Conference on Science and World Affairs, made me aware of the importance of the social responsibility of scientists, in particular on the dangers posed by nuclear weapons. Marie Curie was my role model and gave me the courage to challenge the system and follow my dreams in a world dominated by men. I'd like to thank my country, Argentina, for the public education that led to the scientist I am today, and also for supporting my research through the institutions during all these years, my home institution, the National Atomic Energy Commission, the CONICET, which is a National Science Foundation, the Balseiro Institute, and the National University of Cuyo, and also to the funding agencies. And I am deeply indebted to my teachers, my professors, my students, and my collaborators, out of which less than 10% are women, I regret to say, and students with whom I enjoyed trying to push the limits of knowledge a little bit further. In particular, I want to thank Professor Paco de la Cruz, who taught me the experimental skills in low-temperature physics at the beginning of my career, Professors Blas Alacio and Carlos Balseiro, who was my PhD thesis advisor, and also to Professor Luis Masperi, who transmitted to me the importance of ethics in science and on responsibility, social responsibility as scientists. I am deeply thankful to my family, in particular to my two children, Kevin and Tanya, who are here today, who gave me the joy of being a mother and enjoying motherhood. And they are the motor behind all my actions. And also to my husband, Ingo, who is also here today, a friend, a partner, a colleague, who has always been by my side and given me total support. Finally, I'd like to thank, and I'm deeply thankful
to the L'Oréal Foundation and to UNESCO for this extraordinary initiative, which raises the awareness of the small amount of women in science. Yes, the world needs science. In particular, our developing countries depend crucially on education, science, and technology. Our future depends on much more women in science. We definitely need many more women in science. So thank you, L'Oréal Foundation, thank you, UNESCO, for contributing to change this paradigm. Thank you very much. Thank you very much, Professor. You can go back to your seats. Et maintenant, je vais demander à Arthur Avila de nous révéler l'identité de notre deuxième lauréate. Notre deuxième lauréate est la professeure Maki Kawai, première femme nommée à la présidence de la Société de chimie du Japon, première femme directrice exécutive du RIKEN, l'un des instituts de recherche les plus prestigieux du Japon. La professeure Maki Kawai a contribué de manière capitale à l'évolution des nanosciences. Sa détermination, son charisme et son parcours scientifique exceptionnel lui valent aujourd'hui une reconnaissance internationale. Nous la récompensons ce soir pour son travail précurseur à l'origine de la découverte de nouveaux phénomènes chimiques et physiques via la manipulation d'atomes de surface. Cette réussite pourrait donner lieu à la création de nouveaux matériaux plus durables et plus performants, comme les cellules photovoltaïques, et répondre ainsi à des enjeux majeurs liés à l'environnement. Merci beaucoup Arthur. Je vous propose d'en découvrir un peu plus sur la professeure Maki Kawai à travers ce film. My parents were the physicists, and so I think looking into my parents' everyday life as a scientist, I thought the scientist is a very easy job to take. So we are here in Okazaki. This is where my institute is, the Institute for Molecular Science. I have been involved in the field of surface science. And surface science is somehow related to semiconductor industrial materials. My research theme has always been to know how the molecules react on the solid surface and what is related to the catalysis. Catalysis is very important because most of the chemicals that we use for the life is made through this catalysis. We actually discovered this action spectroscopy is a very efficient methodology to detect the inner motion of the molecules, meaning the vibrational state. It was a dream before that for the scientist to actually see or visualize atoms or molecules individually. Confidence is the result of your effort. You have to work hard enough to get a certain level of your scientific approach, etc. I have a very, very strong passion of want to know what this is. The joy of science is that you can answer to your question. That's what I've been enjoying too. Yeah.
Relative number of girl students in the university in Japan is quite low. And in the science faculty, it's something like 24%. で、私どもが卒業した頃って実は学園紛争っていうのがあって、And I often have a chance to give a talk to young people. This is to advertise the joy of science and joy of chemistry. I did not have a serious confidence that I can be a scientist when I started as a scientist, but gradually it increased. And looking back to my career, I think it was a good idea that I did not give up. There were many occasions that I could have given up, but continuity is a power. And as a female scientist, don't give up is only one message I can give to the young female scientists. Merci d'applaudir la professeure Maki Kawai qui va nous rejoindre sur scène maintenant. So Japanese culture is quite convenient. Bonsoir, mesdames, messieurs. I'm sorry, this is only the French language probably I can pronounce. And so please forgive me to give some words in English. So first, I would like to express my sincere gratitude to the L'Oréal Foundation and UNESCO for providing me with such a prestigious award. These days, many of us are aware of how important it is to promote women in science. For the past 2 decades, the continuation of Women in Science Award has helped improve our situation a lot. And I hope this will go on for years to come. My scientific achievement would not have been possible without the many scientists and students who collaborated with me. I will not mention all the names, but instead, I would like to thank everyone who has given me a pleasure of being a scientist till now. My family has helped me a lot, especially Tomoji, my husband, is the most powerful mentor to me, guiding me to never give up and never compromise as a scientist. My son and daughter, my daughter is in the audience somewhere, may think this is their mother's nature, but somebody pushing you from behind is key for your confidence. Science and technology has been a tool of wisdom to promote our modern society. It will continue to be and to realize the sustainable growth of the planet. Fundamental science creates the basis of science wisdom. We need this wisdom to maintain our sustainable society. But as a scientist, let's also keep in mind the social problems that sometimes arise when technology is applied. Experience of the developed countries has to be quickly transferred to those at the stage of development. And for unexperienced programs, as we list for the sustainable
development goals, we have to work together. Science has no border, but each scientist has his or her country. And every country has problems in promoting women in science, and the situation is not the same. I come from Japan. In general, Japan is counted as one of the modern countries, but as for the promotion of female scientists, we are far from the success. I think we are the bottom of the OECD countries. I hesitate to say this, but it is the reality. And I'm frequently asked how I managed to survive in this kind of Japanese science community. As it was shown in the video, there is no hidden secret, but continuity and not giving up has been key to my success. So one message I would like to give to younger generation is, don't worry, you have a reasonable future ahead, and so don't give up. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur. Et je vais redonner la parole au président du jury qui va nous révéler le nom de la troisième femme de science que nous célébrons ce soir. Notre troisième lauréate est la professeure Najat Aoun Saliba. Soucieuse des enjeux environnementaux les plus pressants de ce XXIe siècle et engagée à faire progresser les politiques de santé publique, la professeure Najat Aoun Saliba est pionnière dans l'évaluation et la compréhension des polluants ambiants au Liban et au Moyen-Orient. Elle est récompensée ce soir pour ses recherches de pointe dans la mesure des substances toxiques et cancérigènes dans l'air ou émises par les diffuseurs de tabac, narguilés et cigarettes électroniques. Ces découvertes ouvrent la voie à une meilleure compréhension des effets des particules atmosphériques et inhalables sur les organes humains et leur contribution dans le développement de certaines maladies comme Alzheimer. Merci beaucoup Arthur. Je vous propose d'en découvrir un peu plus sur la professeure Najat Aoun Saliba à travers ce petit film. What fascinates me is usually when we are in the plane and we look at the clouds, because I want to know how they form, what they do, and why they do what they do, and see how, as human beings, we sometimes hurt the beauty of the sky. My specialty is analytical chemistry, focused on understanding the chemical composition of atmospheric particles and inhalable particles, actually to understand what type of particles are going into the body. So my lab was the first to put the levels of air pollution in Beirut on the map of air pollution worldwide. This whole thing started because when I go home, I get stuck in traffic. And I felt, how much of bad particles am I inhaling every time I spend 1 hour or more in traffic? And then I started to say, okay, what would be the best way to measure those particles? And then we came up with an idea of having a particle counter inside a van. And we decided then to do a parallel measurements between Beirut and Los Angeles. And then when we looked at the content, the level of toxicants were 7 times higher than what we measured in Los Angeles. 7 million people die every year from air pollution, and 90% of these people live in developing countries.
So we need to have a Clean Air Act worldwide. On the other hand, in terms of inhalable particles, there was a great belief among the population that all the smoke that is generated from water pipe gets dissolved into the water. People thought that this is a very healthy way to smoke. We showed that it's not true. When somebody smokes like an hour of water pipe, this is equivalent to 2 packs of cigarettes. I live in a place where there is a great need to disseminate knowledge and to do research that is locally relevant. That's why I decided to do action research. I think knowledge is key in everything. So I believe in the power of people to change if we give them the right tools of knowledge. It's extremely important and respected. Then I take my education job at heart, especially with the women who work with me in the lab. I want them to stand up for their rights, and I want them to fight for what they believe is good. I am a fighter, and I want every woman to become a fighter. Et nous allons maintenant accueillir sur scène la professeure Najat Aoun Saliba. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you. In 1979, when living was a luxury in Lebanon during the Civil War, I was going with my dad to the farm on a very early spring morning. Right before we got to the car, my dad held my hand. He looked at me in the eyes and asked, "Do you think I should invest and cultivate the land this year?" He went on and said, "They say that the war is going to be much closer to us, and we might not bear the fruits of our work." And then he answered himself and said, "You know what? I'm going to throw my hat in the rings and see what happens." I was only 17. I knew nothing about the war and about responsibilities and how a dad of 6 kids would feel in these circumstances to make such an important decision. But little did he know that right there and then, he taught me an important lesson that I still carry with me today. No matter how dark the nights might seem, throw your hat in the rings, do your daily work, and trust that the bright light will come. Of course, my dad cultivated the land. And yes, the war came much closer than we ever imagined. The roads were closed, and no food was allowed in the village. All residents shared graciously and happily the fruits of their crops, and they all survived. And to see this real story unfolding was a true inspiration.
Since then, I have experienced and believed in the power of common good. This story is one of many that taught me how to cherish the now and build my life slowly as an accumulation of fruitful moments. Yes, I built my life in small increments with dedication, passion, and love for my work. The long and sometimes frightening nights were rewarded by successes, the crowning of which is me standing before you today to say, yes, I did it, despite all odds. I would like to thank the L'Oréal UNESCO International Award for Women in Science for this great honor. An honor that I will share with my country, Lebanon, and with the country that gave me the education I need, the United States of America, with my mentors, Barbara and James Spitz at the University of California, Irvine, the gurus of atmospheric chemistry. My workplace, the American University of Beirut, for offering such a conducive environment to conduct impactful research for Lebanon and the region, and to all my collaborators and friends. Please allow me to share this important and prestigious award also with my mom, who with her silence and love showed me the path for an abundant life. She is the one who told my dad, no, my daughters will not marry at a young age. I want my daughters to drive. I want them to get up in the morning and go to work. Simply, I do not want them to have my life. Each one of them needs to make a life of her own. I dedicate this award to my wonderful siblings, the 5 of them, and to my sisters in particular, who took the challenges, each in her own way, and made a beautiful career for herself. For Eva in Australia, Micheline in Lebanon, and Georgina in Boston. This award will be dearly shared with my husband, who offered me the word. Issam has always told me, I want you to love what you do, and I want you to fly. Do not put limits to what you can do or where. Consider the whole world as your place. And for the silent researchers working passionately and diligently in my lab to make science happen, I want to say thank you. To Elizabeth, who came from Syria to get her MS degree at AUB. The first day I met her, she told me that her mom is ready to sell the house if she has to, so that her daughter gets the education she needs to become a scientist. 2 years later, Elizabeth graduated from AUB. Her thesis was about determining carcinogens in water pipe smoke. But her mom could not celebrate her daughter's success. Her mom died in the civil war in Aleppo. Elizabeth is now directing a science teaching lab in Armenia. And to Lamis, who was born and raised in Lebanon. But Lamis is Palestinian. Before Lamis joined my lab, I did not know that Palestinian kids can go to school in Lebanon, but cannot work. Lamis holds a master's degree in biochemistry. So with a good justification
I was able to secure a working permit for her. She is the main bread giver for her family. After 5 years of dedicated work in my lab, Lamise got married, and she will be moving to Oklahoma with her husband to continue her PhD. For all the girls like Elizabeth and Lamise in the Middle East and Africa, I would like to tell you that no matter how dark the nights might seem, the days are going to shine bright and colorful. Go out there. Make your own destiny. Build it incrementally with grace, elegance, passion, knowledge, and most importantly, with science. Do not forget to share it, because the common good is much more powerful than the individual glory. Thank you. So much, Professor. Thank you very much, Professor. À vous, Arthur, de nous révéler le travail fascinant de notre 4e lauréate. Notre 4e lauréate est la professeure Claire Vazin. La professeure Claire Vazin est récompensée ce soir pour ses travaux exceptionnels en géométrie algébrique, domaine qui nous conduit à repenser la notion même d'espace. Les objets qui la passionnent possèdent des incarnations qui relèvent des domaines distincts des mathématiques, la géométrie algébrique et la topologie. L'interaction subtile de ces domaines est derrière la richesse des théories qu'elle a contribué à développer. Elle est l'une des 5 femmes à avoir reçu la médaille d'or du CNRS, la première femme mathématicienne à être entrée au Collège de France. Pour elle, les mathématiques sont un art, une philosophie de vie qui nous pousse à nous dépasser sans cesse. Merci Arthur. Et encore une fois, nous allons en apprendre un peu plus sur la professeure Claire Vazin en images. L'essence de notre métier, c'est de chercher donc d'être en suspens. Il y a une frustration intense tant qu'on ne trouve pas, et parfois il y a des recherches qui se cassent la figure parce qu'on n'y arrive pas. Mais dans la réalité, c'est vrai que notre vrai métier, c'est de chercher. Je suis chercheur en géométrie algébrique, un domaine de mathématiques. J'ai travaillé pendant 30 ans au CNRS et depuis 2 ans, j'occupe une chaire au Collège de France. On peut caractériser la géométrie algébrique comme étant le type de géométrie où l'algèbre est primordiale, c'est-à-dire qu'on va de l'algèbre vers la géométrie. En 2013, j'ai mis en place une méthode, un argument, un critère qui a donné un nouvel outil pour décider de ce qu'on appelle la rationalité ou la rationalité stable d'une variété algébrique. J'aimerais bien, du haut de mes 56 ans, pouvoir dire j'ai appris au cours des années la manière idéale de faire des mathématiques. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand on veut mettre au point les derniers détails d'une démonstration, il faut aller chercher des choses très très loin. Dans notre esprit, c'est comme un château de cartes, une construction en Lego qui devient de plus en plus fragile au fur et à mesure qu'elle avance. Et tant qu'on n'a pas mis la dernière pierre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir avec une attention énorme. Donc cette concentration, c'est la condition sine qua non de notre métier. Et l'intériorité, c'est être vraiment aux aguets de la possibilité d'une idée, de quelque chose, d'un ingrédient supplémentaire qui est
Et cet ingrédient, il ne va pas sortir de ma page, il ne va pas sortir non plus de la logique binaire. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait sur commande, quoi. Donc on doit avoir cette écoute de nous-mêmes. Depuis une semaine, j'essaie de comprendre d'où vient ce problème. Moi si tu me mets sur un problème comme ça, je suis capable d'y passer du temps. Oui, mais je peux pas, Il y a quelque chose de très très important dans ce métier, probablement dans toute la recherche scientifique, c'est vraiment la notion de communauté scientifique. Parce que d'abord on apprend des choses, et puis ça nous fait sortir de notre propre recherche, qui est, pour ce qui me concerne, très individuelle. Ça nous force à prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait. D'accord, oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on les compare... C'est quand même ça qui est intéressant, c'est que dans le cas des surfaces K3, la condition, elle est divisorielle au bout du compte. Oui. Il y a dans les sciences un cliché qui continue à prévaloir que les femmes ne sont pas très douées pour l'abstraction. Les femmes doivent se lancer, si elles doivent se casser la gueule parce qu'elles ont été trop ambitieuses, ça vaut mieux. Les gens n'ont pas à leur dicter, à leur dire quelles sont leurs limites. C'est à elles d'évaluer leurs limites. Je vous demande d'accueillir maintenant la professeure Claire Voisin sur scène. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le président du groupe L'Oréal, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la maire de Paris, et Mesdames et Messieurs. Je désire remercier la Fondation L'Oréal UNESCO pour m'avoir attribué ce prix généreux et pour son action en faveur de l'accès des femmes au monde de la science. Je suis très heureuse d'avoir eu cette occasion de rencontrer les autres lauréates, Ingrid Daubechies, Najat Saliba, Karen Hallberg et Maki Kawai, et d'apprécier leur œuvre scientifique. Je désire également remercier le CNRS et le Collège de France pour la liberté totale qui m'a été accordée depuis que j'ai commencé à faire de la recherche il y a plus de 30 ans. Une liberté qui n'est pas seulement celle, très appréciable, de ne pas avoir de patron. Ni celle fondamentale de pouvoir exercer librement sa critique sur le monde qui nous entoure, ce dont on ne se prive pas d'ailleurs. Je veux parler de la liberté intérieure que donnent les mathématiques. Quête du rêve, quête du sens, quête de la clarté. Chaque pas dans la compréhension d'une théorie mathématique est une porte qui ouvre notre esprit vers d'autres horizons et vers l'infini de la science. Cette liberté de vagabonder entre algèbre, géométrie et topologie, cette liberté de laisser le temps aux questions de se formuler dans mon esprit, de laisser le temps aux définitions et aux théories développées par d'autres, d'imprégner ma recherche, n'a pas été toujours facile à gérer, mais elle est sans prix. Elle m'a permis de rester tout ce temps au plus près de ce que je considère comme essentiel. Comme dit le poète Paul Valéry, auprès d'un cœur, aux sources du poème. Alors, c'est une bribe de ce poème gigantesque, magnifique et incompréhensible de Paul Valéry qui s'appelle « Le cimetière marin » et que j'ai su par cœur quand j'étais jeune, mais il me reste quelques points importants. J'aime travailler seule et ce goût pour la solitude ressemble parfois au sombre plaisir d'un cœur mélancolique dont nous parle Jean de La Fontaine. Au cours des années, et surtout récemment, j'ai cependant découvert, au hasard des rencontres scientifiques, le plaisir de la collaboration. Je voudrais remercier ici mes co-auteurs et amis. Tout d'abord Arnaud Beauville, également mon directeur de thèse,
mon ami de longue date Olivier Debar, ainsi que mes récents collaborateurs Julia Saka, Janos Kolar, Tiran Ogradi et Radu Laza, qui m'ont fait partager une autre expérience, la recherche en collaboration. Pour finir, je voudrais dédier ce prix à mes petites filles. Marie, qui a maintenant 3 ans, et la seconde, qui va naître d'ici 1 mois, et dont le prénom est resté secret défense. Je forme le vœu qu'elles connaissent un monde où on ne parlera plus de femmes scientifiques, mais de scientifiques tout court, sans considération de genre. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et nous voilà déjà arrivés à notre 5e et dernière lauréate que je vous laisse à nouveau le soin de nous présenter, Arthur. Notre 5e lauréate est la professeure Ingrid Dobeshis. Animée par la soif de comprendre, l'ambition d'élargir l'accès aux mathématiques et surtout de convaincre qui font partie de la vie quotidienne, la professeure Ingrid Dobeshis est récompensée ce soir pour sa contribution exceptionnelle au traitement numérique de l'image et du signal. À l'ère du Big Data, elle a développé des outils mathématiques et informatiques permettant la décomposition d'images complexes en morceaux primitifs, facilitant ainsi leur analyse, leur compression et leur stockage sans perte de résolution. Ces technologies peuvent être utilisées tant dans la reconstruction d'images historiques, la détection des faux documents, que dans l'imagerie médicale. Merci Arthur. Nous allons maintenant découvrir en images l'univers de la professeure Dobeshis. The thing with mathematics is we keep thinking about how things work, and once you've figured it out, you then see other connections and so on, and 2 weeks later, it's so obvious that you could kick yourself for not having thought of it sooner. So the high doesn't last. So you have to enjoy it as long as it does last. We are at Duke University. My specialty is designing mathematical tools or thinking of the right mathematical approaches for analyzing signals or images or manipulating them to do things with, depending on the application. The work I'm most famous for is being used for image compression, and the corresponding wavelet transforms have been given my name. I work on several different projects in parallel, and in the last 10 years I've started working on projects with art historians and art conservators, because there are issues where image processing can be really useful to them. And that's such fun because I have always loved art, and now I get to work with my students on these fantastic images. I mean, it's just incredible. Mathematically speaking, there is something weird here. Yeah, there is something weird, and I'd love to understand it. Well, I feel excited. I mean, it's something we don't understand, and now it does something we don't understand. Well, that gives you a way to poke it. I agree with you. So I still like to work on new questions. That's the most fun. Learning new material, learning new problems, getting to know enough of the topic and have a constant dialogue with the people in the application that I can really discern how mathematics will help them. It's really useful for them, and that is beautiful mathematically, and in the best of cases needs some new mathematics in order to make it work. I communicate widely that mathematics is this essentially joyful, very human occupation that everybody has
and appreciates to some extent. Not everybody is born to become a professional mathematician. Not everybody is born to become an Olympic athlete either. Doesn't mean you can't enjoy sports. I mean, so mathematics is at that level. So mathematics is not this enemy. It's something, but conveying that. And I'm going to have a grandchild soon, and I hope to tell my grandchildren about this. Merci de nous rejoindre sur scène, professeur Dobéchis. Well, Karen was right, it's an emotional moment. So it's a pleasure for me, as well as an honor, to stand here before you as a laureate of the For Women in Science program of L'Oréal and UNESCO. I would like to thank the jury for having selected me. And I would like to thank the L'Oréal Foundation and UNESCO for having initiated this program and sustained it for 21 years already, and intending to go on, I hope, as long as it's needed. And I hope that won't be too long, but I think we'll have a few more years to do. I think I'm so glad also that mathematics, my own vibrant and fascinating field, is now part of this program. We do need to encourage more women to enter mathematics. It is wonderful to combine the celebration of the work of the laureates, of senior women in their fields, with that of the younger generation of the Rising Talent Celebration. It's been fantastic for us to get to know them and to learn of the excellent and outstanding work they are doing. So having that combination, I think, is a great idea. As a mathematician, I use my mind as my major tool, and I can't tell you how cool that is. In collaboration with others, or also by myself, I like collaborating, but I have had some papers just by myself. I try to tease out mathematical concepts and frameworks from situations that I encounter in my discussions with colleagues from science or engineering, or more recently, art history. You might think, how did I get here? Well, I've always been curious about how things work, why they work the way they do. Can you understand more? Can you deduce more things from what you have observed first? And it seemed very natural. I was always good in science and mathematics, and it seemed like I had followed a very natural path. And suddenly in my 20s, I realized, wait a second, I really, really like doing this, and I'm good at it. And suddenly, I had already got a PhD, and I was wondering, is this really what I was pushed to by my parents, by colleagues, by teachers, and so on? But I realized, no, I really like this. I mean, and so from then on, I haven't looked back. And it's been great. I've had adventures in my collaborations that have taken me from working with medical doctors, looking at the difficult task of extracting from the electrocardiogram of a pregnant mother the much more feeble signal of the electrocardiogram of their fetus, which is of enormous critical clinical importance
for diagnostic reasons when something is suspected that might lead to problems. I have worked with paleontologists in finding ways of recognizing similarities and quantifying similarities or dissimilarities between surfaces in a biologically meaningful way so that they could use this for testing their evolutionary hypotheses. I have worked with people, with art historians, in getting to read, to decipher, and well, to first diagnose whether there was a text, and then decipher that text that was not readable, and it was in the background of a scene on a very famous altarpiece of the early Renaissance. So these are an example of the different adventures I have known, and I have enjoyed all of them. You see, it's my firm belief that mathematics is everywhere, that the concept, that what mathematicians are trained to do, namely to discern abstract frameworks and concepts and recognize them, is something that helps us in helping other scientists see things that they might not have seen without us. So, unlike Claire, I'm an applied mathematician, but I feel that all the pure mathematics that my colleagues build is incredibly useful because they give me the tools that I will be able to use in these different applications. I do not choose the tools, the problem chooses it. And so then I have to go and learn in the library what those tools are. And I'm so grateful that other people have developed them. I look forward to more such intellectual adventures in collaboration with, I hope, many younger scientists. And I hope to encourage many young people to not view, as I was saying in the video, mathematics as this enemy that they have to spend so much time in at school. Mathematics is vibrant, mathematics is fascinating, mathematics is creative, mathematics is collaborative, and it needs more women. So please, come, we need you. Merci beaucoup, professeur d'Aubéchise. Merci à toutes les 5 de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait espérer, de nous avoir fait découvrir la science d'aujourd'hui et de demain. Merci pour les émotions que vous nous avez transmises ce soir, qui prouvent que la science, c'est aussi une question d'émotion. Et merci de contribuer par vos travaux de recherche à modifier le monde dans lequel nos enfants vivront demain. Je vais maintenant demander aux 15 jeunes talents de la bourse International Rising Talents de monter sur scène avec moi pour leur photo officielle. Et parce que c'est important de nommer les femmes, je veux dire leur nom à toutes et leur travail. Vous pouvez nous rejoindre sur scène. Donc nous accueillons la docteure Saba El Eyali de l'Université de médecine et des sciences de la santé Mohammed bin Rachid aux Émirats arabes unis. La docteure Sherry Oh de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire à Singapour. La docteure Jacqueline Craig, spécialiste en sciences de la santé à l'Université de la Colombie-Britannique au Canada. La docteure Zora Douafli du Centre de biotechnologie de Borj-Sedria en Tunisie. La docteure Laura Elo, spécialiste en bioinformatique à l'Université de Turku et d'Abo Academy en Finlande. La docteure Mentala El Sarafi, qui travaille en biologie moléculaire et génétique à la Cité des sciences et de la technologie de Zeyal, en Égypte. La docteure Biola Maria Rabiere Martinez de l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, en Espagne. La docteure Kirsten Jensen, spécialiste en chimie des matériaux à l'Université de Copenhague, au Danemark. La docteure Priscilla Colibea Mante, chercheuse en neurosciences à l'Université des sciences de Kwame Nkrumah, au Ghana.
La docteure Maria Molina, experte en chimie et biologie moléculaire à l'université de Rio Cuarto en Argentine. La docteure Urte Neniskit, spécialiste en neurosciences à Vilnius en Lituanie. La docteure Mika Nomoto, chercheuse en biologie moléculaire et pathologie végétale à l'université de Nagoya au Japon. La docteure Marie-Jacqueline Romero, spécialiste de physique quantique à l'université de Queensland en Australie. La professeure Nurcan Tungbak, experte en bioinformatique à l'Université technique du Moyen-Orient en Turquie. Et enfin, la docteure Ana Sofia Varela de l'Institut de chimie à l'Université autonome du Mexique. Merci et bravo à toutes. Je vais maintenant demander aux 5 lauréates qui ont été récompensées ce soir de nous rejoindre sur scène, de rejoindre les 15 jeunes talents, Audrey Azoulay, Jean-Paul Agon et Arthur Avila qui va se joindre à cette dernière photo de famille. La cérémonie touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir relayé avec autant d'enthousiasme. Je propose qu'on se retrouve autour d'un cocktail qui va se dérouler dans la salle juste derrière vous. Excellente soirée à toutes et à tous et à l'année prochaine.